Alors bonjour Sylvain, comment vas-tu? Très bien Jérôme. Alors tu es un pionnier, français des mondes virtuels, un pionnier assez discret, hein, parce que tu fais pas forcément la une des journaux et pourtant, tu as été, à l'origine d'une des toutes premières expériences de monde virtuel apparues dans les années 90, le 2 monde, puis Cryopolis, on va en parler dans un instant. Mais avant de parler de ces expériences de monde virtuel, j'aimerais que tu nous dises rapidement ce qui a été ta culture, digitale de jeune, collégien, lycéen des années 80. Est-ce que tu rêvais, de l'espace un peu, à la mode Star Wars ou tu étais déjà passionné par ce qui se passait au cœur des ordinateurs? C'est vrai que je suis né en 71, donc en pleine conquête de l'espace, quoi. Effectivement, enfant, il y avait effectivement, enfin, comme toi, il y avait l'espace, la science-fiction était assez présente. Euh, mais pour moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est le jour où je suis allé au Centre mondial de l'informatique. C'était avenue Matignon, près des Champs-Élysées. Vraiment, il y avait un rez-de-chaussée en accès libre où on pouvait voir des machines et les essayer, quoi. Euh, c'est là que j'ai pour la première fois touché un ordinateur et je trouvais ça assez extraordinaire. Donc l'ordinateur est arrivé à la maison fin 82 à Noël et donc là d'un coup tous les jeux, les jouets, les Playmobil, les Lego, tout ça c'est parti dans le placard. Il y avait plus que ça qui était, enfin c'est la machine, c'est le jeu de construction ultime, quoi. Voilà. Et effectivement, quelques semaines après, on a pu voir Tron au cinéma. Euh, et donc, on se disait, voilà, on va aller voir ce film, ça nous donnera des idées de programmes à réaliser ensuite sur nos TO7. Euh, et voilà, enfin, on n'avait pas de complexe, quoi. Hein. La machine était là, et puis euh, il y avait cette idée que les jeunes et même les enfants étaient beaucoup plus doués que les plus âgés sur ces nouvelles machines, Mmh. quoi, en fait. Donc un investissement très, très jeune, hein, dans Oui. l'informatique, et je crois que c'est dès les années 80 donc que tu as croisé la route de Philippe Ulrich, hein, l'emblématique, patron de Cryo. Voilà, alors à l'époque c'était Air Informatique. C'était une époque aussi où on pouvait faire un programme chez soi, le mettre sur une cassette, hein, c'est sur des cassettes audio, même pas des disquettes, et puis aller chez l'éditeur. Et quelques semaines après, c'était à la FNAC. Et Et à l'époque, t'as as quoi? Tu 15-16 ans, t'as même pas le bac? ouais, j'ai 14 ans. Ouais. 14 ans. Et voilà, et c'est normal. Enfin, c'était des. Enfin, voilà, on était les rois de ces petites machines en fait. Hein. En tout cas, tu entames donc une collaboration avec Philippe Ulrich et le futur, Cryo. Tu fais de brillantes études, hein, je crois, Polytechnique, si je me trompe pas et dans les années 90, naît un projet, j'imagine, complètement fou pour l'époque, un 2e monde, un monde virtuel, persistant. C'est quoi la genèse de ce projet, auquel tu as évidemment collaboré, très Oui, étroitement? c'est vrai que c'était une époque où euh, bon, la 3D commençait à être accessible aux ordinateurs. Hein. Il n'y a pas de carte 3D pourtant, hein, mais c'était juste avec des images calculées, quoi, calculs géométriques. Internet commençait à arriver. Donc moi, à Alix, on était la première promo à avoir le Internet dans les chambres, en fait. Donc on avait nos PC Linux, ça aussi c'était les premiers en 93-94. Et donc voyant d'un côté la 3D, de l'autre côté le réseau, on disait bah forcément il y a un truc à faire, quoi. Quand j'étais au MIT à la enfin, en 94, j'avais pu essayer une démonstration de casque de réalité virtuelle. On pouvait manipuler des choses dans l'espace. Euh, donc il y avait cette idée qu'on pouvait mélanger la 3D et le réseau et que ça allait forcément donner un truc assez étonnant, quoi. Euh, et donc moi, de mon côté, je travaillais déjà un petit peu sur ces idées. Et au même moment, alors moi, j'étais resté en contact avec Philippe, hein, mais pas un contact engagé, quoi. On faisait rien ensemble. Et, euh, et j'ai vu un jour, il avait parlé à Imagina d'un nouveau monde, quoi, enfin d'un article enfin, qu'on trouve assez facilement sur Internet où il explique ce projet. Donc je trouvais ça marrant, quoi. Enfin, l'idée était dans l'air, quoi. Et donc c'est à ce moment-là aussi que
Philippe m'a rappelé pour voir si j'étais intéressé pour les aider sur un projet en 3D avec du réseau. Donc c'est comme ça que finalement s'est refait la rencontre donc de leur... Alors effectivement, un projet extrêmement ambitieux, hein, pour l'époque, puisqu'il s'agissait de reconstituer Paris en 3 dimensions et puis j'imagine qu'il y avait l'ambition d'aller au-delà de la ville de Paris, qui est lancé sur un CD-ROM, je crois, en 97, si je dis pas de bêtises, et qui va, Ouais. rapidement, susciter, l'attention de pas mal de monde. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience qui a duré, quelques années? Les points positifs peut-être d'abord? Ce qui est difficile aussi à réimaginer, c'est qu'à à ce moment-là, le web n'était qu'une partie d'internet en fait. Killer App, c'était le mail. Il y avait des newsgroups, il y avait enfin, il y avait différentes applications, dont le web. Et le web, ça semblait intéressant, mais pas forcément suffisant. Et comme dans le jeu vidéo, il y avait vraiment un engouement pour la 3D, le côté immersif, quand on a démarré le deuxième monde, c'était avec cette idée que peut-être que Internet, ça serait de la 3D plutôt que du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle le monde virtuel. Hein, et c'est vrai qu'ils étaient souvent en 3D, mais c'était pas forcément ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, nous, c'était le fait qu'il y ait une interaction en direct, synchrone, euh, à travers la machine. Et alors que dans toutes les autres applications, voilà, enfin, typiquement, il y avait eBay à ce moment-là. On disait, bon, bah, eBay, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment l'excitation, on n'est pas réunis ensemble, on voit pas qui est en train de faire monter les enchères. Ça serait mieux de refaire une salle en 3D avec des gens, un marteau, une vraie interaction comme ça. Et, voilà, et donc en fait, il y avait enfin, ce qui commençait à apparaître, c'est qu'il y avait d'un côté des applications que j'appelle synchrones, c'est-à-dire où on était en direct, comme dans la vraie vie en fait, et de l'autre côté des interactions asynchrones. Et donc en fait, on était à la recherche vraiment de la killer app du synchrone en fait. Un mot également sur, la dimension un peu business du deuxième monde, parce que je me souviens que, des marques comme Peugeot, CTLM, il y avait quelques marques qui étaient déjà là. C'était des expériences, comment les qualifier? C'était les pionniers également? Bah, en fait, c'est un projet qui hésitait un petit peu entre soit un pari complètement imaginaire, euh, soit une reconstitution euh, photoréaliste, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui maintenant ça devient à la mode, un jumeau numérique, et donc une reconstitution aussi fidèle que possible, quoi. Et donc c'est plutôt cette voie-là qui était portée par Canal+. Donc on a ouvert des boutiques dans le deuxième monde où des annonceurs sont venus voilà, présenter ce qu'ils voulaient, quoi. Mais elles n'étaient pas situées au bon endroit, enfin elles n'étaient pas forcément situées au bon endroit dans le monde virtuel, c'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs sur les Champs-Élysées et il n'y avait pas forcément de boutiques qui sont en vrai sur les Champs-Élysées. Donc ça a créé un truc un petit peu bizarre où quand on se baladait, enfin, il n'y avait pas que je suis parisien, donc quand on se baladait dans Paris, on disait, ah, mais là, il y a la boutique, machin, et en fait, non, bah, en fait, non, elle n'est pas là, en fait, donc ça n'a rien d'y aller, quoi. C'est vrai que c'était très, très pionnier, hein. On avait aussi des 4x3 qui flottaient dans l'air, hein, dans différents endroits. Et donc, il y avait enfin, dans l'équipe, hein, donc il y avait Canal+, Crypto, et il y avait aussi une agence qui s'appelait Maryland qui a été pionnière là-dessus, parce que c'est eux la régie en fait, hein, qui vendait, qui convainquait des marques de venir s'installer, soit par des 4x3, soit avec carrément une boutique. Et donc dans la boutique, il pouvait avoir un vendeur. Donc c'est Donc déjà, il y a 25 ans, on vendait de la pub et on vendait des biens, dans un monde virtuel en France, en tout cas. puisqu'on était sur une période toujours délicate dans le jeu vidéo, c'est la transition entre deux générations de consoles. Et donc le groupe en fait a eu des gros problèmes financiers, donc ça a emporté l'ensemble des structures.
Et le paradoxe, c'est qu'à peine 2-3 ans plus tard, émerge une plateforme américaine, Second Life, que du coup beaucoup de gens connaissent, qui fait la une de pas mal de médias et de télé, et qui semble, elle, à l'époque en tout cas, réussir là où le deuxième monde a échoué. Comment on vit tout ça? Ça doit être compliqué? Enfin, ouais, ce qui est toujours un petit peu bizarre, c'est que les gens, à l'époque, enfin, se rendent pas compte qu'il y a déjà eu avant, quoi. Il y a eu des choses avant. Et je parle pas que de nous, hein. Il y avait, Microsoft avait aussi lancé un monde virtuel. Je parlais d'Alpha World tout à l'heure. Enfin, il y a eu pas mal de, NTT aussi avait lancé quelque chose. Il y a eu une première vague, voilà, dans les années 90, quoi, entre 95 et 2000. Et puis, le fondateur de Second Life, qui avait donc démarré chez Real Player, euh, en fait, avait expliqué qu'il avait, enfin, voilà, qu'il avait attendu 2001-2002 pour se lancer sur ce projet de monde virtuel, parce que pour lui, il fallait qu'il y ait d'une part des cartes 3D et d'autre part un débit plus important pour les utilisateurs. Donc je ne sais pas si, enfin, voilà, est-ce qu'il a été hyper malin et qu'il a effectivement lancé le truc pile au bon moment, ou est-ce que il voit ça un petit peu avec le recul et puis il réanalyse ça différemment. Mais en tout cas, voilà, c'était amusant de voir ça apparaître. Euh, il y a eu beaucoup d'engouement et effectivement, ce qui était un petit peu rageant, c'était le système de monnaie virtuelle. Parce qu'en fait, si ça a marché, c'est parce que des gens gagnaient de l'argent avec. Et ça, c'est toujours un facteur clé du succès. C'est quand vos utilisateurs peuvent gagner de l'argent grâce à vous, ça crée une dynamique extrêmement forte, extrêmement positive, et ça attire vraiment tous les regards, quoi. Ah, Et les Linden Dollars, la crypto-monnaie oui, de Second Life, ce serait selon toi la killer app de Second Life et c'est ce qui a peut-être manqué au deuxième monde. oui, et pourtant on avait eu l'idée, hein, et je me souviens encore être de discussion avec le directeur financier du groupe Cryo en disant bah, on pourrait mettre une monnaie virtuelle, il y a un taux de change dans un sens, un taux de change dans l'autre sens, on fait consommer enfin on fait payer des biens virtuels, et quand on en avait parlé, enfin quand j'en avais parlé, ça va être en 99 quoi, il m'avait dit mais pour ça il faut être une banque, on peut pas faire ça quoi. Et donc quand le Linden Lab a sorti le Linden Dollar, je me suis dit bon bah les Américains ils se sont pas embêtés, ils ont fait le truc quoi. Et après j'ai regardé comment ils avaient fait et en fait non c'est ça, et s'il y a une frustration c'est de pas avoir eu cette idée euh, avant eux. C'est qu'en fait, dans le dollar, les échanges d'argent, ils se font que entre joueurs et le jeu prend une commission. C'est-à-dire que l'argent ne sort jamais du jeu. En fait, il ne fait que rentrer dans les poches de l'éditeur de Second Life et donc il n'y a plus de question d'être une banque ou pas. Mais, voilà. Et donc en fait, on aurait pu tout à fait mettre en place ce système 3-4 ans plus tôt et ça aurait certainement tout changé. Bah, peut-être. En tout cas, Second Life a eu un beau succès dans les années 2000. Le sujet est resté dans la tête de pas mal de monde, notamment d'un certain Mark Zuckerberg, qui a rebaptisé son groupe Meta il y a quelques mois. Et depuis ce changement de nom, il y a à nouveau un hype incroyable autour du métaverse, avec plein de grands projets, notamment d'ailleurs des petits Français qui ont lancé The Sandbox et qui vendent des mètres carrés virtuels. Tu as suivi cette nouvelle vague? Alors, certains l'appellent même le Web 3.0, mais comment tu vois tout ça, toi? C'est retour vers le futur un peu ou c'est enfin le temps du décollage de tous ces nouveaux concepts qui allient d'ailleurs monde virtuel, communauté et crypto-actifs? Quand tu dis que, que Second Life est un petit peu retombé, en fait, ça s'est produit dans les années 2006-2007. Hein, c'est là qu'il y a eu que ça a commencé à perdre sa vitesse et ça coïncidait en fait avec l'apparition des réseaux sociaux et typiquement donc de Facebook. Et j'avais lu une analyse qui me semblait intéressante, qui était que les gens finalement étaient plutôt partis sur Facebook. Ils préféraient se présenter sous une forme d'une vie et voilà, un petit peu filtrée de ses mauvais aspects et de montrer ce qu'il y avait de meilleur dans leur vie, plutôt que de se recréer une vie complète from scratch. Et je pense que ça reste valable aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que c'est précisément Facebook qui a ringardisé Second Life il y a 15 ans, qui maintenant veut investir
les mondes virtuels et qui se rebaptise Meta. Donc, c'est paradoxal. Oui, mais c'est pas bon, Zuckerberg est un enfant, il a beaucoup d'argent pour, se créer ses propres jouets, mais je sais pas si, enfin voilà, c'est pas parce qu'il va quelque part que je pense que c'est un visionnaire, quoi. Enfin, Pour toi, les mondes virtuels, c'est le futur ou ça appartient au passé? on est toujours un peu en train de jouer à la marionnette en fait quand on est dans un monde virtuel, et le fait de se déplacer, c'est pénible. Depuis, grâce à Internet, depuis le web, maintenant on se déplace d'un site à l'autre en une fraction de seconde, quoi, d'un clic. Le fait de revenir dans un environnement 3D où il faut se déplacer, et ça a toujours été le problème. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on a le droit de se téléporter? Bon, c'est toujours plus sympa de se téléporter, mais et pour les gens qui étaient à côté de vous, quand vous vous téléportez, tout d'un coup, ils disparaissaient, puis quelqu'un réapparaît, il disparaît, quelqu'un réapparaît. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas hyper, c'est pas très humain, en fait, comme mode de fonctionnement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde réel, il est déjà très, 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 très riche. Mais quand je sais pas combien de fois j'ai dit très, là, 3, 4 fois, mais en fait, il faudrait le dire 1 million de fois, quoi, par rapport à ce qu'on peut faire juste sur une simulation, quoi, de monde réel. Donc, c'est difficile de rendre tout ça et c'est un peu idiot parce que, enfin, c'est un peu low-tech, mais là, voilà, donc, c'est une visio, bon, bah, il y a beaucoup plus de choses qui passent, enfin, juste par l'image et le son que, que par ce qu'on pourrait faire via des avatars. Alors du coup, pour toi, le futur, ça serait quoi? Ça serait plutôt la réalité augmentée avec un enrichissement du réel par le virtuel? En fait, je n'ai pas changé d'analyse par rapport à. Je m'étais fait un petit post-mortem perso après l'aventure des mondes virtuels, quoi, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que en plus, c'était pendant la bulle, donc c'était passé plein de choses en très peu de temps. Et en fait, je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels ça reste très pertinent. C'est tout ce qui est jeu, évidemment. Et l'autre sujet, c'est tout ce qui est entraînement et entraînement collectif. Là encore, ça a beaucoup de sens de recréer un espace 3D avec des règles qui sont celles justement qu'on doit apprendre dans le cadre de cet entraînement pour ensuite les, les réutiliser ailleurs. On verra bien. Bah, en tout cas, un immense merci, hein, Sylvain, pour ce témoignage, parce que tu es assez rare et très humble, et pourtant tu étais vraiment au cœur de cette révolution il y a déjà un quart de siècle. Donc, je suis ravi d'avoir eu ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi.